voudrais peut-être, cher Thierry, pour reprendre le cas que vous avez évoqué, c'est-à-dire celui de la BBC, vous parler des grandes chaînes d'actualité internationale qui, hier, étaient toutes, ouvrant leurs journaux en soirée, à Paris. BBC, les chaînes américaines, les chaînes japonaises, les chaînes chinoises. La reporter de la chaîne américaine était à l'antenne en direct avec un casque lourd et les CRS derrière. Les reporters de la chaîne japonaise étaient sur fond de voitures de police en train de brûler. Les Anglais étaient en train de faire des zooms sur les heurts entre les manifestants et la police. C'était impressionnant, c'était d'ailleurs le but, mais c'était impressionnant évidemment pour l'image que peut avoir la France, l'image que peut donner l'économie française à court, à moyen, à long terme. Et peut-être pour terminer, il y avait la chaîne d'information allemande, tout ça c'était hier. Si vous étiez à l'hôtel un peu tard, vous avez pu ou vous pourrez revérifier tout ce que je vous raconte. La chaîne d'information allemande qui titrait sur « Que se passe-t-il en France ?» Que se passe-t-il en France? Et au fond, c'est un peu la question que nous allons nous poser. La France à l'intérieur de l'économie mondiale, que se passe-t-il? Eh bien là, hier, on avait le sentiment, voilà, que la France en ce moment, l'économie française, on va dire les citoyens français, sont dans un cauchemar. Ils se réveillent brutalement la nuit, ils sont en sueur, ils ont peur. La peur est un peu partout, tout le monde a peur, est tétanisé par ce qui se passe, tétanisé par les réactions qu'ont les uns, les réactions qu'ont les autres, les réactions que l'on voit au dehors. Nous avons un cauchemar, nous sommes en pleine nuit, nous nous réveillons. Donc nous allons faire un peu la mère de famille aujourd'hui, c'est-à-dire que d'abord on va parler du cauchemar. On va parler des raisons pour lesquelles peut-être en effet le rêve a quelques, on va dire, origines dans la réalité et que ces origines peuvent être inquiétantes aujourd'hui où nous sommes, c'est-à-dire en mai 2016. Et puis ensuite on va essayer de se raisonner, essayer de dire maintenant on se calme, maintenant, on regarde ce qui est en train de se produire et vous avez eu un certain nombre d'informations ce matin autour de cela et nous allons essayer de voir comment peut-être ce qui est en train de se produire doit être surtout regardé à l'aune de ce qui va arriver. Alors le cauchemar, son origine c'est quoi? On va dire trois sorcières que voient les enfants français quand ils dorment en ce moment. Trois sorcières qui les effarent tellement elles semblent réelles, tellement parfois c'est vrai, elles peuvent sembler menaçantes. Trois sorcières qui, du reste, ce sont vraiment des sorcières, c'est-à-dire elles peuvent avoir l'apparence d'être des bonnes fées, et puis quand on s'en approche, on se rend compte qu'elles sont réellement maléfiques. La première des sorcières, celle que nous évoquions dans cette conférence avec Standard & Poor's il y a 2 jours, c'était la question des économies émergentes. Il y a un peu plus d'1 an et demi, le Trésor français avait titré dans une note interne, pas de celle qu'on publie, heureusement, parce qu'elle avait quand même un certain cynisme, avait titré au mois de septembre 2014 « Le soleil va se lever à l'ouest », c'était en gros, histoire de dire, oui, vous voyez, ça va aller mieux, donc si vous voyez ce que je veux dire, 3 petits points, et il se couche partout ailleurs. Donc ça va aller mieux pour nous, mais de moins en moins bien pour les autres. Je répète, un peu cynique vu d'Occident, un peu cynique vu des pays émergents. Eh bien, malheureusement, pourrait-on dire, la prophétie se réalise. Ça va en effet un peu mieux en ce qui concerne l'Occident, ça va beaucoup, beaucoup moins bien en ce qui concerne les émergents. Et en ce moment, la grosse inquiétude, c'est le beaucoup, beaucoup moins bien de la part des émergents. Alors je sais bien qu'évidemment, en ce qui vous concerne peut-être, et d'ailleurs lié au discours politique, vous avez tendance à voir ce qui va mieux. Et c'est vrai que je vous comprends, on a plutôt tendance à regarder les bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles, en ce qui nous concerne, lorsqu'on fait de la projection économique, elles étaient là au mois de décembre. On était, lorsque, par exemple, au Conseil des finances publiques, nous avons rendu nos avis de fin d'année, en train de dire, a priori, la croissance est en train de s'améliorer. Et là, le dernier avis que nous avons rendu, il y a 1 semaine, il était autour du premier trimestre qui vient de s'écouler. Mais en revanche, quand on commence à se projeter sur la fin de l'année, là, on est beaucoup moins optimiste du fait de ce problème des émergents. Les émergents sont touchés de plein fouet par l'effondrement du prix des matières premières. Nous avons eu, nous évidemment, l'énorme bénéfice, ce fameux alignement des planètes qui a tellement été évoqué dans les médias, c'est-à-dire le prix du pétrole qui s'effondre
Le prix du pétrole qui nous permet d'avoir des coûts plus faibles, ça améliore la marge, et du pouvoir d'achat plus fort, on va dire pour les citoyens, ça améliore les marchés. En clair, que du bénéfice. Là, c'est une bonne fée, on est d'accord. Sauf que la bonne fée, elle n'est que dans un sens. Sauf que la bonne fée, elle se révèle bien, oui, une sorcière pour tout le monde. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes typiquement dans un marché, celui des matières premières aujourd'hui, où le client est tellement content que le fournisseur est en train de mourir. Et un bon marché en économie, c'est un marché qui fonctionne longuement, c'est-à-dire dans lequel et le fournisseur et le client peuvent arriver à subsister. Ce n'est pas évidemment à votre assemblée que je vais l'apprendre. Aujourd'hui, sur le prix des commodities, nous sommes en train de tuer les fournisseurs, et ces fournisseurs, ils ne sont pas anodins. Un fournisseur de pétrole qui est en train de mourir, ce serait le Venezuela. C'est une catastrophe totale, le Venezuela est en train de s'effondrer. Le Venezuela est un problème pour les États-Unis depuis un moment, il risque de ne pas l'être longtemps. Au passage, évidemment, le Venezuela était aussi le dernier support financier de Cuba. Le président Obama a pu terminer son mandat sur une image historique, sa visite à Cuba, qui de toute façon n'avait pas le choix. Soit ils allaient vers les États-Unis, soit ils avaient à peu près le même sort que le Venezuela ou que le Brésil. Le Brésil est dans le même état. Donc nous sommes avec des pays émergents du côté Amérique, qui sont des pays émergents, tous en très grave difficulté quand ils ont cette dépendance aux matières premières. L'Afrique ne va guère mieux. L'Afrique qui, logiquement, assis son développement sur sa formidable richesse intérieure, sur la richesse de son sol, avant de partir sur la richesse de sa démographie, eh bien, en ce moment, a le premier réservoir vide. Des pays africains sont aujourd'hui en faillite, et non des moindres. Je parle du Nigeria, par exemple. Le Nigeria en faillite, ça veut dire que le Nigeria ne paie plus ses pouvoirs publics. Et vous voyez, dans les pouvoirs publics, vous avez des policiers, vous avez des soldats, vous avez des juges. Et comme par hasard, le Nigeria aujourd'hui est totalement déstabilisé par des mouvements islamiques très anciens qui s'appellent Boko Haram, qui se sont reliés à Daesh et à Al-Qaïda et qui sont en train de se demander s'ils ne vont pas avoir un développement plus fort désormais dans cette partie de l'Afrique qu'au Moyen-Orient. Vous allez me dire, c'est loin. Oui, mais quand même, ça se rapproche lorsque nous sommes en train de voir les flux migratoires qu'entretiennent ce déséquilibre des pays émergents. L'Europe se retrouve avec un flux migratoire comme elle n'avait plus connu depuis 1945. Et ça n'est qu'un début. Vous me direz, nous, Français, on voit ça de loin. On voit ça de loin parce que nous avons eu 20 000 Syriens qui sont arrivés en France. Vous avez peut-être dans les villages à côté de vous une famille, 2 familles syriennes qui sont en train d'arriver, que l'on regarde, que l'on voit en disant ils n'ont pas l'air d'être des terroristes et surtout ces pauvres gens, ils n'ont pas l'air du tout d'avoir rigolé auparavant. 20 000, ça va. L'Allemagne, 1 200 000. 1 200 000. C'est-à-dire ils sont déjà au taquet. Et nous voyons le flux migratoire qui continue de se préparer parce que l'ensemble des pays émergents ne s'en sort pas actuellement au prix des commodities, au prix des matières premières. Et puis évidemment, lorsque ces émigrés déferlent sur les pays, lorsqu'ils déferlent sur des régions entières, ils les déstabilisent d'un point de vue politique, alors que ces régions sont déjà très fortement déstabilisées par le fait qu'elles n'ont plus d'économie. Et je parle évidemment peut-être du Moyen-Orient, là ce Moyen-Orient qui est aujourd'hui en guerre réelle. Le Moyen-Orient ne s'en sort pas avec le prix du pétrole actuel. Le Moyen-Orient est en train de connaître, on va dire probablement, sa situation de guerre la plus inquiétante depuis 50 ans, ce qui est bien sûr à comparer avec les tensions qu'on a déjà connues là-bas. Depuis le mois de janvier 2016, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont rompu leurs relations diplomatiques, comme au moment de la Seconde Guerre mondiale, comme au moment de la Première Guerre mondiale. Vous dites, ah zut, ça m'avait échappé ça. Oui, vous avez raison, ce n'est pas l'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est juste l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est le monde chiite et le monde sunnite. Le monde chiite, 600 millions de personnes, le monde sunnite, 300 à 400 millions de personnes. Ils ont rompu les relations diplomatiques, ils sont en situation de guerre froide et de guerre chaude, en Syrie, au Yémen, au Soudan, et peut-être un peu plus loin ailleurs. Et bien entendu, dans des situations économiques de plus en plus compliquées, l'année dernière, l'Arabie saoudite découvre le déficit public. Le pétrole est tellement bas que l'État saoudien ne s'en sort plus. Alors,
les Français ont expliqué aux Séoudiens que le déficit public, c'était pas grave, qu'on pouvait garder ça assez longtemps, et que finalement, après tout, à la fin, les dettes, on ne les paie pas. Alors, les Séoudiens, ils n'ont pas vu ça comme ça. Évidemment, quand vous êtes en situation de pré-guerre, ça vous inquiète un tout petit peu plus. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on voit que, par exemple, nous pouvons avoir de grosses défaillances du côté des émergents. Ça peut venir du Golfe, ça peut venir d'Afrique, ça peut venir d'Amérique. On pense effectivement que très très vite, nous aurons une défaillance totale du Venezuela sur sa dette. Totale du Venezuela, on verra les conséquences sur les marchés financiers un peu plus tard. Et puis bien sûr, on doit terminer avec un autre pays émergent qui est extrêmement touché par ce qui se passe, c'est la Russie. Là, ça nous intéresse, c'est un pays européen. C'est un pays dans lequel on a un chef d'État qui ne supporte pas de voir son pays dans l'impasse. Vous me direz, tout chef d'État ne supporte pas de voir son pays dans l'impasse. Oui, d'accord. Mais celui-là, il est un peu particulier. C'est-à-dire que quand son pays est dans l'impasse, il devient, on va dire, légèrement nerveux. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Je ne vais pas le nommer parce que c'est embêtant s'il y a des télévisions, machin. Bon, Vladimir, vous voyez à peu près. Hein. Vladimir, quand il est nerveux, il saute dans un char d'assaut, il fonce à l'ouest. Il nous l'a fait en 2008. Vous voyez quand même, hein, dans les photos, on voit toujours, il est torse nu avec des tatouages, machin. Il aime bien se faire photographier avec des fusils mitrailleurs, vraiment, hein, pour de vrai. C'est un chef d'État un peu musclé. Donc il l'avait fait en 2008, on l'avait retrouvé en Géorgie. Il l'a fait en 2014 parce que là, évidemment, la baisse du pétrole était beaucoup plus grave. On l'a retrouvé plus à l'ouest, on l'a retrouvé en Crimée, on l'a retrouvé en Ukraine. Et au dernier Conseil de l'Europe, tous les pays de l'Est de l'Europe disent la Russie va revenir. La Russie aujourd'hui est comme le Venezuela, mais à la différence du Venezuela, eux, ils ont des chars. Et donc, nous allons avoir des conséquences géopolitiques si ça continue. Alors vous me direz, les Français commencent à être aussi, eux, partisans d'une remontée des matières premières. Ils se rendent compte ce que signifie vendre en dessous de son queue de revient. Bah oui, on a notre agriculture qui est en train de s'effondrer littéralement. L'agriculture, c'est des commodities, c'est des matières premières. Donc lorsque nous avons les émergents qui s'effondrent, nous avons notre partie de l'économie qui est associée à l'agroalimentaire qui comprend, qui dit non, non, un vrai marché, c'est le client et le fournisseur qui doivent pouvoir vivre. Il va falloir voir comment on va se débrouiller, mais il faut qu'on se dépêche de trouver une solution. Comme sorcière, elle est pas mal, celle-là. Mais la seconde sorcière, à la limite, elle est presque un peu plus inquiétante. La seconde sorcière, c'est celle qui est relative aux pays occidentaux. Nous sommes très inquiets par le ralentissement américain. Les États-Unis vont moins bien, la croissance américaine est revue à la baisse sans cesse, et c'est vraiment embêtant parce que les États-Unis, normalement, c'est la locomotive. L'Europe, on l'a dit, ça va mieux, ou en tout cas, ça surnage. À quel prix? Au prix de 80 milliards par mois. 80 milliards d'euros, on est d'accord. 80 milliards par mois distribués gracieusement par la Banque Centrale Européenne. On va dire, vous voyez, vous recevez 80 milliards par mois, a priori, vous allez dire, ça va pas mal, mais ça va peut-être pas encore bien, mais enfin, effectivement, on peut voir. Bah oui, nous sommes dans un régime totalement artificiel. L'économie américaine était en train de se sortir de la béquille de la Banque centrale, et hop, elle est en train de retomber. Quant à l'économie européenne, celle dans laquelle vous êtes acteur, nous devons avoir conscience. Nous sommes dans la situation d'un grand malade, dans une chambre d'hôpital, sous morphine dure. Alors là, on vous en a mis tellement de morphine, vous voyez que vous commencez à être un tout petit peu hors sol, quoi. Vous commencez à planer légèrement en disant « mais tout va bien ». Non, pardon, tout va mieux. Oui, 80 milliards par mois, Coco. 80 milliards d'argent artificiel distribué par la Banque Centrale Européenne. Quand M. Mario Draghi s'enrhume, tout d'un coup, ça ne va pas. Quand le médecin, vous voyez, c'est lui qui nous branche, hein, quand le médecin n'est pas là au rendez-vous, tout d'un coup, on a un effet de manque. Je rigole pas, au mois de décembre, Mario Draghi fait une allocution à peu près dans les mêmes conditions dans lesquelles je suis tout de suite, sauf que les caméras, là, c'est vraiment les caméras du monde entier. Et je ne sais pas pourquoi, Mario n'était pas très en forme ce jour-là, ou c'était un peu énervé, je ne sais pas, dans la famille, sa femme, enfin, il y avait un truc. Donc, il était un peu, vous voyez, chafouin. Donc,
on lui dit, mais Mario, vous continuez quand même, hein, les 60, à l'époque on n'était qu'à 60 milliards. Hein, donc il dit, oui, oui, on continue, oui, mais enfin, bon, c'est pas nous qui allons pouvoir faire la croissance à la place de la vraie économie. Alors là, tout le monde dit, ah oui, non, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas bien, qu'on est toujours malade? Bah oui, ça veut dire qu'on est toujours malade. Tant que vous ne faites pas les efforts structurels, on ne va pas s'en sortir et nous, on ne pourra pas continuer longtemps. Résultat, Mario Draghi a parlé, les marchés s'effondrent de 4% dans la journée. C'était panique à bord, on disait, ouh là là, mais si les banques centrales arrêtent la piqûre de morphine, on va avoir mal. Et donc, au mois de janvier, après les fêtes, Mario, on l'avait bien reconstitué, on avait dit qu'il faut qu'il soit dans un environnement satisfaisant. Il est revenu, alors là, mais gonflé, en pleine forme, en disant, donc, c'est plus 60 milliards, c'est 80 milliards, et puis on ira jusqu'où il faudra dans la baisse des taux pour aider les économies européennes. Et donc là, il était souriant, les marchés qui étaient à -2 quand il commence à parler, passent à +3, 5 de variation, pendant que le discours de Mario Draghi. C'est ça, l'amélioration européenne, c'est-à-dire cet argent concret que vous avez nécessairement dans toutes vos activités, de façon ou d'une autre. Et bêtement, Mario, quand il descend de l'estrade, il y a des journalistes qui disent « Ah ben là, aujourd'hui, vous avez été très très bien. » Alors il dit « Merci, merci, merci. » Et alors, les taux, alors on va les descendre encore. Il dit « Bah non, oui, enfin quand même, il y a une limite, quoi. » Et là, on dit « Zut, il est en forme, et pourtant il nous dit ça à nouveau. » Le fait qu'il dise ça, c'était au mois de janvier, c'était dans les informations, hein. Bam, les marchés reperdent 4% immédiatement. Ils repassent à -2. Et donc, pendant la nuit, on a appelé tous les gens du conseil de la BCE en disant il va falloir expliquer que non, en fait, ça va bien, qu'on va rester sous perfusion pendant quelques temps. Et là, vous avez un banquier central, je vous assure, ça ne s'invente pas, c'est le banquier central belge, qui dit nous n'excluons pas l'hélicoptère à monnaie. Donc, histoire, vous voyez, d'y aller vraiment, alors là, maintenant, dans la morphine complètement folle, c'est de dire on n'exclut pas de mettre de l'argent sur les comptes bancaires de tous les citoyens de la zone euro. Vous entendez bien, vous avez bien entendu ça aux informations, ça vous est passé au-dessus de la tête parce que vous avez dit « j'ai pas dû bien comprendre, il devait y avoir de la pub, enfin, j'ai dû manger du popcorn en même temps ». Oui, on est en train de dire ça en ce moment. S'il n'y a pas assez de croissance, on va distribuer l'argent gratuitement aux gens. Alors, il est clair que les gens seront contents au début, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous voyez, la banque a fait une erreur en votre faveur, recevez 1 000 €. Mais c'est à peu près comme au Monopoly, c'est-à-dire ça vous permet de payer un loyer, mais pas de payer la rue de la Paix si vous retombez 3 fois dessus. Ça va être le problème de l'économie européenne que rappellent sans arrêt les banquiers centraux. Maintenant, le FMI s'y est mis la semaine dernière en disant « réforme structurelle, les enfants, c'est très très important. Les États-Unis vont moins bien, vous c'est moyen, mieux, mais moyen, et vous ne faites pas de réforme structurelle. » Et là, évidemment, vous avez les chaînes d'information hier mondiales qui doivent légèrement inquiéter les analystes du FMI, de la Banque Centrale Européenne, de la Fed américaine et de tous les gens en général qui travaillent dans l'économie. En disant le début d'une queue d'une réforme structurelle dans un pays clé de la zone euro, ça passe pas. A priori, l'enfant se réveille avec la sueur en disant « j'ai fait un cauchemar ». J'ai rêvé qu'on supprimait le droit du travail. Alors on lui dit « non, non, calme-toi, on va le garder ». C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'était ma 3e sorcière. Juste, je finis vite la 4e parce que sinon, je vais passer tout mon temps à vous déprimer. Et là, à la fin, vous allez vraiment faire des cauchemars cette nuit. La 3e sorcière, elle n'est pas négligeable quand même. C'est la 3e sorcière politique. C'est-à-dire que, oui, en France, on a un gros problème. On a le cauchemar tous les matins. Que se passe-t-il en France? Tout le monde a peur, on est d'accord. Mais dans le reste de l'Occident, ce n'est pas terrible non plus. C'est-à-dire, souvent, vous voyez, on a le problème, quoi. On parle du problème général de l'économie occidentale, puis nous, comme on est en France, on parle du problème spécifique de la France. C'est-à-dire, tous les autres, ils ont commencé à changer, nous, on n'a pas commencé à changer. Et même ceux qui ont commencé à changer, ils ont le sentiment que ce n'est pas suffisant. Alors, évidemment, ceux qui n'ont rien fait, je ne sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire nous, on a l'impression que nous, alors, c'est carrément un océan en tempête qui nous attend. C'est vrai que l'ensemble de l'Occident a un malaise par rapport à tout ce qu'il voit. Et je le répète, ce que nous venons d'évoquer, les pays émergents qui se cassent la figure, les pays occidentaux qui s'en sortent avec une planche à billets qui leur imprime des billets tous les mois, ce n'est pas vraiment de nature à vous redonner confiance sur le long terme. Pas vraiment. Pour le coup, le cauchemar, il peut être partagé.
Et ça se traduit par quoi? Eh bien, ça se traduit par la campagne la plus surréaliste qu'on ait jamais vue dans les présidentielles américaines depuis que les États-Unis ont commencé, à part peut-être le moment où il y avait la guerre de sécession ou les problématiques autour de l'esclavage. Nous avons quelqu'un qui, au mois de septembre, était considéré comme vraiment, mais en étant gentil, Coluche. Hein, enfin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, là c'est pareil, je ne veux pas nommer, mais enfin, vous voyez à peu près la coupe de cheveux. Je ne suis pas très bien coiffé, mais lui, alors lui à côté, c'est quand même quelque chose. Personne au mois de septembre, en France ou aux États-Unis, vous disait que ce candidat était sérieux. Vous disiez, c'est d'abord quelqu'un quand même qui est très très moyen en termes de passé économique, en termes de passé, on va dire, d'affaires en général, et puis surtout, honnêtement, il n'a strictement aucune chance. Puis peu à peu, on a commencé à dire « Ah non, oui, non, en fait, c'est un candidat sérieux ». Puis peu à peu, on dit « Non, mais il sera sérieux, mais c'est quand même pas lui qui va gagner les primaires républicaines ». Maintenant, on pensait qu'il allait falloir attendre le mois de juillet. Vous savez, on avait beaucoup fait d'analyses en disant « Non, non, mais le camp républicain va le bloquer, c'est sûr ». Depuis hier, on sait, ça y est, il est intronisé. C'est lui qui sera le candidat final. Et puis surtout, depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on dit « Celui qui a le vent en poupe, c'est lui, le gars à la coiffure bizarre ». Et c'est sûrement pas la dame, probablement, qui sera opposée à lui, qui a été battue il y a 8 ans par son propre camp, par Barack Obama, et qui, là, de manière incroyable, a réussi à se faire battre, dans certains États, par un candidat de 74 ans qui disait qu'il était socialiste. Oui, je suis d'accord ici, tout le monde me regarde, oui, alors. Oui, aux États-Unis, le pays de McCarthy, dire que vous êtes socialiste, c'est à peu près la même chose que dire que vous êtes communiste, ou que vous avez mangé vos petits-enfants au petit-déjeuner, quoi. C'est à peu près ça. Eh bien, le gars, en disant « je suis socialiste », il a battu Hillary Clinton, pratiquement dans, on va dire, 25% des États significatifs américains. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que de plus en plus, on se dit Donald Trump pourrait être le président des États-Unis au mois de novembre. Donald Trump, le gars qui dit « on va régler le problème du Proche-Orient », avec des B-52. Vous allez voir, on passera aussi souvent qu'il faudra. Le gars qui explique, moi je suis dans le bâtiment, je peux vous dire que le problème avec le Mexique, il va être vite réglé. Un mur, et les murs, vraiment, c'est ce qu'il a dit, les murs, ça me connaît. Je peux vous dire qu'il sera solide celui-là. Il a dit, je me fais fort que ce mur soit payé par les Mexicains eux-mêmes. Et puis, il continue comme ça, sans arrêt, en disant les traités transatlantiques, transpacifiques, alors là, fini, les négociations, n'y pensez même pas. Ça leur pose problème, aucun problème, parce que de toute façon, on sera fermé. Et même Hillary Clinton, aujourd'hui, on a vu à adopter ce ton-là. Ce qui est très important, c'est de voir que la tendance lourde va être une tendance à l'isolationnisme américain. Ce mot-là n'est pas très très bon, hein, je ne sais pas si vous voyez, ça nous rappelle les années 20-30. Moment de la grande prohibition, etc., vous voyez, Al Capone, etc., et surtout le moment de la grande crise. Nous sommes aujourd'hui avec cette tendance politique là-bas, aux États-Unis. Quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on va dire qu'on n'est pas forcément rassuré. Juste au passage, bien sûr, vous avez vu ce qui s'est passé en Autriche, c'est quand même une alerte. On n'a pas bien regardé, mais ça s'est passé, et là, pour le coup, c'est le candidat qui a été vraiment élu en Pologne, l'année dernière. C'est un gros pays, la Pologne, quand même, en Europe. Aujourd'hui, quand vous regardez ces prises de position du point de vue européen, elles sont, je vous le dis au passage, pas franchement pro-françaises. Les Français, ce n'est pas vraiment la tasse de thé de toute l'extrême droite de l'Est de l'Europe. Je dirais même que c'est probablement ce qu'ils détestent le plus. Et on a à peu près le même discours en Hongrie. Tout ça, c'est des gens qui sont membres de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on a vu aux dernières élections partielles en Allemagne? Comme par hasard, sur l'Est de l'Allemagne, c'est monter des thèses, des approches qui ressemblent énormément à celles de l'Autriche, à celles de la Pologne, à celles de la Hongrie, à celles qu'on retrouvait également en Croatie, en Slovénie, etc., qui à chaque fois disent « il y en a marre du sud de l'Europe, il y en a marre des Français ». Et tout ça, c'est pas très très bon. Et pour finir, eh bien, nous avons les Britanniques qui disent « il y en a marre des Européens en général » et qui vont voter le 23 juin. C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'un pays, puis là, ce n'est pas un petit pays, c'est la seconde puissance économique européenne. On le sait, avant, c'était nous, hein, la seconde puissance. Maintenant, c'est eux. Et on ne les rattrape pas. La seconde puissance européenne pourrait voter pour sortir. A priori, ils diront non, qu'ils ne vont pas sortir. A priori. Enfin, a priori, David Cameron était battu le dimanche matin
juste avant les élections. Et le dimanche soir, a été élu. Donc il faut se méfier quand même des sondages en Grande-Bretagne. Mais qu'il vote oui, qu'il vote non, de toute façon, pour l'Europe, ça va être compliqué après. Et ça va être compliqué singulièrement pour la France. Non pas qu'on ait quoi que ce soit à craindre de Bruxelles. Bruxelles ne fera rien contre la France. Notre vraie question, c'est l'Allemagne. Nous avons aujourd'hui des taux faibles en France. Non, pardon, on n'a pas des taux faibles. On a des taux négatifs en France pour l'État français parce que le monde entier estime que la France est indissociablement alliée à l'Allemagne. Et le monde entier a été quand même surpris de voir au mois de février 2016 le marché financier de Francfort s'associer avec le marché financier de Londres, en plein négociation Brexit. En disant, mais attendez, les Français, là, ils étaient avant avec New York, c'est quand même important, un marché financier, quoi. C'est ce qui va influencer tous les investissements pour demain, quand même. Et les Allemands ont dit, oui, oui, on sait. D'ailleurs, c'est Mme Merkel qui a dit, vous alliez avec Londres. Avec Paris aussi? Non, pas avec Paris, avec Londres. Et là, tout d'un coup, on dit, ouïe, aïe, ça, c'est un signe qui n'est pas très, très bon. Il ne vaudrait mieux pas qu'il y ait d'autres signes comme ça. Parce que tout d'un coup, on pourrait voir les taux français se mettre à grimper. Et des taux qui se mettent à grimper, c'est très très embêtant si vous avez une très très grosse dette. Ce qui est exactement notre cas. Et donc la France, effectivement, elle est en train de regarder ce qui se passe. Elle est en train de dire, si j'additionne toutes ces informations, en fait, j'ai raison d'avoir un peu peur. Et donc le gamin qui se réveille avec le cauchemar, vous voyez, en pleine nuit, là, vous êtes en train de... On est en train de parler gentiment pour dire « Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de loup dehors. Oui, mais j'ai peur qu'on ait trop de dettes. » Là, oui, bon, ça, c'est vrai. Donc, j'ai peur que, finalement, on n'arrive plus à avoir nécessairement la croissance avec les émergents. Oui, c'est vrai aussi. Donc là, évidemment, vous avez le sentiment qu'il va avoir du mal à se rendormir, le gamin français. Ce qui est un peu le cas actuellement. C'est-à-dire, on a bien le sentiment que quand les gens sont inquiets, raisonnablement, on ne peut pas leur dire qu'ils ont tort. Mais en même temps, ce qu'on voudrait leur dire, c'est que la solution, ce n'est pas faire des cauchemars. C'est peut-être dire, d'abord, ça, on va le regarder en face. C'est pas dire, on a très peur et on ne voudrait pas que ça existe, qui est quand même assez souvent la réaction française. On voudrait revenir au monde d'avant. Oui, oui, d'accord, ok, c'est juste pas possible. Tu te calmes, tu restes dans ton lit. Non, c'est pas possible de revenir comme quand tu étais petit. On va devoir affronter le monde de demain. Il y a un certain nombre de craintes, elles sont raisonnées, mais il y a aussi peut-être des choses qui sont absolument capitales. Des choses qui vont te permettre, non pas de te rendormir, mais peut-être de transformer le rêve en réalité. Et tu vas voir, ça, c'est pas mal. Et donc ça, maintenant, c'est ma deuxième partie, importante, très importante, et peut-être j'étais trop long dans la première, mais excusez-moi, la conférence que j'avais, puis aussi le fait que vous êtes dans le business, et il faut que vous entendiez ce qui se passe en ce moment, et la manière dont on parle dans les grandes institutions de prévision économique, mais aussi, évidemment, on doit regarder ce qui se passe et qui doit être considéré comme tellement incroyable, tellement positif. Ce que vous avez vu ce matin, que vous avez évoqué ce matin, qui est presque maintenant de la tarte à la crème, quoi. Hein. Vous savez, le numérique, comment ça doit changer, comment on doit s'adapter, etc. Non, non, ce n'est pas une tarte à la crème. C'est un truc absolument énorme. Non pas le numérique en soi, mais d'où ça vient. D'où ça vient, c'est que nous sommes dans un changement de modèle économique, social, politique, un changement de modèle comme on n'en a jamais connu dans l'histoire. Il n'y a aucune comparaison qui tienne. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important, de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus global et surtout de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Alors là, évidemment, vous dites, c'est vraiment obligé qu'on change. C'est quand même la caractéristique aussi de la France, hein, en disant, mais on n'est pas si mal comme ça. Pourquoi on est obligé encore de tout modifier ? Après tout, oui, ça va pas, mais enfin, grosso modo, quand même, si ça peut tenir jusqu'à ma retraite, je ne serai pas mécontent. C'est quand même un peu la logique française. Et là, on est obligé de dire, non, non, attention, tu regardes autour et tu comprends ce qui se passe. Je ne vous ai pas abreuvé de beaucoup de chiffres, je vais vous en donner un. 277 000. Facile à retenir, 277 000. Ou alors, même si vous le trouvez trop compliqué, 3. 277 000 humains en plus sur Terre chaque jour. 3 humains en plus sur Terre à la seconde. Nous avons tous les jours 400 000 naissances, 123 000 morts sur la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes 7 385 millions d'êtres humains aujourd'hui.
que nous allons sur les 8 milliards 500 millions d'êtres humains en 2030, les 9 milliards 500 millions en 2050, les 12 à 13 milliards en 2100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir gérer. Ça veut dire que le modèle d'avant, alors notre modèle d'avant, il est grosso modo issu des années 50. Tac, tac, années 50, 2 milliards d'êtres humains. Allez, 1850, 1 milliard 500 millions. Vous voyez, on grossissait, mais pas beaucoup. Années 50, 2 milliards. Les 30 glorieuses, ça concernait 2 milliards. Et encore, il y en avait un paquet qui était complètement exclu du domaine économique parce qu'on était en guerre contre eux. Ça veut dire que quand on est en train de regarder les recettes du passé, elles sont très très bien, très intéressantes pour l'historien. Elles n'ont aucun intérêt pour le gars d'aujourd'hui et encore moins pour celui qui essaie de gérer demain. Parce que la Terre d'aujourd'hui, et surtout la Terre de demain, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a même 10 ans, 15 ans. Il y a 15 ans, c'était l'an 2000, on était 6 milliards. On a pris 1 milliard, quasiment 400 millions en 15 ans. La Terre de 1850 en 15 ans. L'accélération, elle est là. L'accélération, elle nous dit, le modèle d'avant, votre modèle des années 50, 60, 70, 80, oula, ça fait pas longtemps, j'étais déjà né là, hein, j'étais même assez grand, hein. Ce modèle-là, il ne tient pas à 7 milliards 375 millions. Tu dois en inventer un vite. Et effectivement, il n'y a pas le choix. Quand, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui voyagent, quand vous sortez à Pékin et que vous dites « Ah non, là aujourd'hui il ne pleut pas », nous on dit « Il pleut pas, il fait beau, est-ce qu'il y aura du vent ?» À Pékin, on dit « Ah non, on ne respire pas aujourd'hui ». Oui, c'est vrai, hein, c'est-à-dire on ne respire pas, on ne peut pas respirer. On a les gens qui tombent dans la rue parce que tout d'un coup, ils n'ont plus d'air. Ou en tout cas, l'air qu'ils respirent est totalement vicié. Donc là, on dit, oui, non, les Chinois, évidemment, sont très conscients de ça, le modèle ne marche pas. Le modèle ne tient pas, il va falloir le changer en urgence. Donc, il n'y a pas le choix, il faut le changer. Vous allez dire, ouh là là, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le rêve. Non, non, le modèle est en train de changer. Ce que vous êtes en train de voir du point de vue du numérique, c'est la révolution qui a commencé. C'est l'humanité absolument incroyable, extraordinaire, parce qu'elle a 7 milliards 300 millions de personnes, enfin presque 400 millions de personnes qui vivent en même temps, qui a décidé tout d'un coup de mettre en connexion les cerveaux entre eux. La science humaine a recommencé à démarrer, a recommencé à avancer depuis l'an 2000, depuis qu'on est à peu près 6 milliards. Vous dites, ah bon, pourquoi avant ça marchait? Non, non. 45, 2000, la science humaine, elle ne bouge pas trop. Vous avez l'impression qu'on a trouvé des choses pas tant que ça. En fait, l'économie fonctionne sur des technologies qui, pour l'essentiel, sont nées au début du XXe siècle. D'ailleurs, la voiture qu'on utilise en sortant, l'avion qui décolle à l'aéroport, la centrale nucléaire qui tourne un peu plus loin, tout ça, c'est des technologies des années 20, 30, 40. La science humaine s'était arrêtée, comme elle fait régulièrement dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a des moments où les chercheurs cherchent, mais ils ne trouvent pas. Et il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, on les nourrit pareil, ils habitent au même endroit, ils fonctionnent à peu près comme avant, et tout d'un coup, ils se mettent à trouver. Et en général, ce qui est incroyable dans l'humanité, c'est qu'ils se mettent tous à trouver au même moment. Peut-être parce qu'il y en a besoin. On dit à partir de l'an 2000, ils commencent à trouver tous au même endroit, et tous de la même façon. Pourquoi l'an 2000? L'an 2000, c'est le décryptage du génome humain, c'est le début de l'idée de l'homme à 250 ans. Vous savez, le grand slogan de Google, l'homme de 250 ans est né. Là, question avancée de la science, on est d'accord, hein, on a fait un bond incroyable. Google est en train même de dire, on va vaincre la mort. Donc on n'est même plus dans des avancées de la science, on est carrément en train de passer dans une autre dimension. Et ça, c'est un élément parmi d'autres, de notamment cette gestion du calcul de très hautes données, qui devient le cœur scientifique de la planète aujourd'hui. Les calculs, les mathématiques sont au cœur de tout ce qui est en train de se passer, y compris, évidemment, ces applications numériques dont vous parlez tant, y compris les robots que l'on voit tous les matins. Au passage, dans le cauchemar français, hier, après donc, les chaînes d'information en continu, France 2, prime time, 20h30, les robots vont-ils prendre tous nos emplois? Alors là, question, vous voyez, histoire de vous remettre un cauchemar de plus, formidable. Il faut vous souvenir quand même hein, que c'est un truc récurrent. Le progrès, ça fait peur. En 1920, vous aviez des articles formidables, écrits, il est vrai, surtout par des hommes, disant « il y a un robot qui est en train d'arriver, qui est horrible, qui va faire perdre la nature profonde de la féminité ». Je vous assure, c'était ce qu'on disait en 1920, on parlait de la machine à laver le linge.
Bah oui, c'est un robot. Hein. C'est-à-dire, on disait, mais que vont faire les femmes? Vous vous rendez compte, depuis que le monde est monde, une partie extraordinairement importante de leur journée qui les équilibre, etc., c'est laver du linge, le taper, le mettre à sécher. C'est à peu près le problème qu'on a avec les robots aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, on va faire quoi quand ils regardent? Non, t'inquiète pas, il y a plein d'autres choses à faire. En 1860, il y avait eu communication de la faculté de médecine à Paris en expliquant que ne montez pas dans un chemin de fer à 60 à l'heure qui n'aurait pas de toit, parce qu'à 60 à l'heure, vous allez perdre votre peau et votre chair. Ah oui, on disait 60 à l'heure, c'est une vitesse que n'a jamais connue l'homme, et là, vous allez voir, tout d'un coup, vous allez vous retrouver en squelette. Et les gens disaient, ah ouais, tu vois, voilà, bravo, le progrès, quoi. Hein. Les machines, regarde à quoi ça aboutit. Bon, là, aujourd'hui, on se fait juste un peu plus peur à l'échelle, c'est-à-dire on dit, grosso modo, les robots vont prendre le contrôle sur l'homme. Hein. Donc il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus que des robots. Non, ne nous inquiétons pas, ne nous affolons pas, ces nouvelles technologies sont au service du nouveau modèle qui est en train d'arriver. Ce nouveau modèle, il est indispensable, l'humanité n'a pas le choix. Ce nouveau modèle est universel. Il concerne toutes les entreprises, des entreprises, on va dire, incroyablement innovantes qu'on ne connaissait pas, qui arrivent tout d'un coup, d'un seul coup, qui deviennent les plus grandes entreprises du monde. Oui, je parlais de Google. Google, 500 milliards de dollars de valeur. Air France, 2 milliards, quand même. Hein. Apple a 200 milliards de cash. Ils peuvent acheter 100 fois Air France. Bon, je ne sais pas s'ils y ont pensé la semaine dernière, mais je pense que la semaine prochaine, ils vont oublier. Si vous voyez ce que je veux dire. Uber apparaît en 2009. Uber, vous connaissez tous? Non, non, pas le prénom. Uber, la société. D'ailleurs, je suis sûr que personne n'avait pensé au prénom. Uber de Montmirail. Non, non, pas du tout. Uber, vous aviez vu l'ubérisation. 2009. Cette boîte n'existait pas en 2009. Votre smartphone n'existait pas en 2007. L'accélération, nous la voyons là. Uber, 70 milliards de dollars, ils valent plus que Volkswagen. Plus que les voitures qu'ils utilisent, enfin nettement plus. Ils valaient le même prix au mois de septembre, maintenant ils valent beaucoup plus cher, pas parce qu'ils ont beaucoup monté, mais enfin bon bref, il y a peut-être des gens de Volkswagen dans la salle. Non, je crois qu'on est sponsorisé par Renault, hein, donc voilà. Non, oui, non, c'est Renault, là, c'est facile. Hein, donc voilà le changement. Le changement est partout, le changement est dans toutes les activités, Uber le démontre. Dans les activités d'avant, qui sont obligés, ce que vous avez vu toute la matinée, de changer dans les activités évidemment complètement innovantes. Pourquoi? Pour créer quelque chose qui corresponde aux attentes du nouveau monde. Et le nouveau monde, il s'appelle comment? Il s'appelle la jeunesse. J'ai encore un peu de temps, hein, Thierry, hein, je surveille mon chrono. Oh, 5 minutes. Oh là là, il est dur. Hein. Donc, bon, 5 minutes, il faut que je vous parle de la jeunesse. Il faut que je vous parle du monde qui arrive. Effectivement, quand on est en train de regarder ces innovations et ces approches, on voit quoi? On voit que d'abord, évidemment, quand il va falloir réinventer le modèle, il va falloir vraiment rassurer le gamin qui fait son cauchemar. Il va falloir lui dire, tu sais, avec tout ça, contrairement à ces espèces de spéculations sur un monde robotisé, sur un truc, une espèce de, voyez, de vision à la métropolis de Fritz Lang, un machin qui tourne et qui devient complètement inhumain. C'est l'inverse qui est en train de se préparer. C'est-à-dire un modèle économique où on va commencer à dire, comme ça part du terrain, parce que nous allons être effectivement avec des innovations tellement incroyables, tellement partout que c'est un modèle qui va partir du terrain. Ce n'est pas décidé là-haut, ça va décider en bas. Eh bien, ça voudra dire alors que ton modèle va être nécessairement, obligatoirement, dès le départ, humaniste. Il va mettre les gens, les personnes, au cœur du truc. Pourquoi? Parce que la personne est l'unité qui est en train d'inventer le nouveau modèle. En Californie, aujourd'hui, Facebook, 350 milliards de dollars, né en 2004, vous explique, son dirigeant a 30 ans et demi, qu'il est vieux, qu'il est très vieux et qu'il n'arrive plus à suivre la jeunesse. Alors il dit, bon, bah, j'essaie de me remettre comme un jeune, parce que vous savez ce que fait un vieux. Hein. Un vieux, le principe, c'est qu'il finance les jeunes. Et donc, oui, vous ne saviez pas encore, mais vous allez vous en rendre compte, ouais, vous êtes très jeune dans la salle. Mais donc oui, c'est quand même le principe. Donc, Mark Zuckerberg dit « Je suis très riche, je vais essayer de redevenir jeune, je donne tout mon argent à ma fondation. » C'est ça son idée. Et après, il dit « J'essaie de mettre des jeunes dans ma boîte. » Et il dit « Mais non, Facebook, c'est trop gros. On n'arrive pas à suivre tellement. Les gens sur le terrain, c'est l'aspect humain, est en train de développer des choses que nous n'arrivons pas à imaginer. J'ai beau mettre des gens de 25 ans dans ma R&D, ils ne trouvent pas Instagram. Instagram, je rachète 1,2 milliard, 12 personnes. C'est du terrain, c'est de l'humain. 1,2 milliard aujourd'hui, c'est la plus belle acquisition de Facebook. Il est en train de développer tous azimuts. Et il dit, j'ai raté une autre petite entreprise humaine, je ne l'ai pas créée et je ne l'ai pas rachetée, c'est mon énorme erreur, elle s'appelle Periscope.
Et il est en train de dire, bon bah ça c'est un échec, il faut que je regarde déjà ce qui va venir après. Puis j'aille voir les gens, je fais le tour. La jeune génération est en train de découvrir que ce sont les gamins, individuellement, les uns après les autres, qui vont pouvoir changer le monde. Que lorsque leurs parents disent « Mais les politiques, ils vous écoutent, ils pensent quoi le président ?» Vous voyez, exactement comme il y a 300 ans, on disait « Le roi, notre bon roi qui connaît Dieu, il est en ligne directe avec Dieu. Donc normalement, il doit savoir quand est-ce qu'il va y avoir des problèmes de récolte ou pourquoi il fait froid l'hiver. » Le roi, il avait quelques difficultés à dire qu'il avait tout prévu. Aujourd'hui, les Français continuent la même chose en disant tout ça, c'est très très intéressant, mais à l'Élysée, on vous écoute. Mais non, c'est pas à l'Élysée. C'est pas en haut que ça va se passer une grande révolution comme ça, c'est en bas. C'est vous qui êtes les acteurs. C'est vous qui êtes en train de faire le changement et quand vous ne le faites pas, il n'arrive pas. Et quand il n'arrive pas, eh bien, nous commençons à paniquer le reste du monde parce qu'on dit vraiment ces gens-là sont très très en retard. Ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ils attendent qu'on décide au niveau du ministère. Mais qu'est-ce que vous attendez ? La Silicon Valley, elle ne s'est pas décidée parce qu'à Washington, on a décidé d'eux. Aujourd'hui, ça se développe à Londres, à Berlin, non pas parce que les gouvernements l'ont décidé, mais parce que vous avez des gamins sur place qui décident d'eux. C'est ça qui est en train de changer, et c'est ça la révolution qui est en train d'apparaître. Alors juste au passage, quand même, un élément capital. C'est que si vous êtes sur le terrain en train d'innover sans cesse, le principe absolu, c'est que vous allez vous planter. Non pas que l'erreur est autorisée, mais l'erreur est obligatoire. On n'a jamais vu quelqu'un faire une innovation historique sans avoir raté plusieurs fois. Le patron de Google nous explique, voilà, je suis en train d'investir, il faut que vous disiez bien. Alors, il était en train de parler à des analystes financiers qui peuvent être nerveux quand même sur un discours comme ça. 99,9% d'échecs, je vous annonce que ce que nous appelons nos moonshots, on vous explique bien, des tirs vers la Lune, on ratera la Lune 9 fois sur 10. Et il dit, si on réussit à l'avoir une fois, alors nous avons une chance que Google fasse dans 10 ans 1000 milliards de dollars, ce qui tombe bien, parce que ce sera probablement la valeur des 10 plus grandes entreprises du monde, dont au moins 9 n'existent pas encore, dont ces entreprises qui auront inventé au moins 60% des métiers qui n'existent pas encore. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est dans cette invention incroyable, ça veut dire qu'on va se planter sans cesse et que si on se plante sans cesse, on aura une chance de réussir. Mais ça veut dire évidemment que la politique de la ceinture de sécurité, la politique, pourrait-on dire, vous voyez comment faire français, du principe de précaution. Bah oui, le principe de précaution, c'est dire jamais un échec. C'est le truc qui nous imprègne complètement, nous, en France. L'échec interdit. Vous savez, quand vous recevez un CV français, vous savez, le gars, la fille, ils ont eu que des succès depuis qu'ils sont nés. On leur dit, c'est quoi ton plus gros défaut? Je suis tenace. Oui, d'accord, on va passer aux qualités après. Ça fait hurler de rire les anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils disent, mais racontez-moi un vrai échec. Même vous avez eu 2 échecs, c'est intéressant. Racontez-moi, quelle leçon vous en a tiré? Comment vous allez essayer que ça se reproduise ça? Vous nous intéressez à cause des échecs que vous avez vécus. Là, évidemment, nous, Français, on est très, très embêtés. Vraiment, je dois vous raconter? Donc, parce qu'on en a quand même aussi. Mais sauf qu'avec notre principe de précaution, on n'ose même pas les avouer. On n'ose même pas raconter nos moonshots, ceux qui réussissent et tous ceux qui ratent, et c'est normal. Nous sommes dans cette situation où nous allons rassurer les jeunes générations en leur disant « Le changement est en train de se produire », je fais attention, pas de slogan politique, le changement est en train de se produire, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux, vous allez l'inventer vous-même, et probablement que quand vous allez le faire, vous aurez plein d'échecs, mais c'est absolument pas grave. Voilà le message absolument capital qu'attend la jeune génération. La jeune génération attend que vous la regardiez avec bienveillance, que vous lui disiez « Tu vas te planter », mais toi, tu comprends ce qui est en train de se passer, alors que probablement, même moi, j'ai 30 ans, je suis Zuckerberg, j'arrive plus à comprendre. Les choses vont tellement vite que je m'en remets à toi. Et c'est formidable, parce qu'il y aura quand même toujours besoin de vieux autour, pour financer, pour encadrer, pour apporter un peu d'expérience, rassurez-vous. Le management n'est pas mort. Mais l'innovation, elle va être d'abord, non pas avec la génération Y, elle a presque 30 ans. C'est la génération Z, celle qui a 20 ans. Mais on va commencer l'alphabet à nouveau, ça va être AA bientôt. Les jeunes aujourd'hui, vous savez, ceux vous voyez dans la pub, là, un gamin dans un petit berceau, on lui montre un livre, il est debout comme ça, et il essaie de passer les pages comme si c'était un écran. Parce qu'il n'a jamais vu un écran depuis qu'il est petit, il a vu que ça, il n'a jamais vu un vrai livre. Parce que cette génération AA qui est en train d'arriver, quand vous photographiez aujourd'hui ses yeux, vous voyez que les muscles de ses yeux, les muscles du nerf optique,
lui permettent un déplacement d'une rapidité qu'on n'avait jamais vue jusque-là. La race humaine mute avec le numérique. Quand vous allez avoir des petits mutants dans les entreprises, il faudra vous dire qu'il ne faudra pas leur raconter d'histoire. On va leur dire... il y a des mutants qui applaudissent déjà. On va leur dire, vous savez, on les appelle Ikwai-Wai-Win en ce moment aux États-Unis. I know what I want and I want it now. Ils sont pressés. C'est l'urgence. On ne va pas leur dire, écoute, tu vois, tu vas avoir une carrière, on va te faire un plan de carrière. Tu sais, tu vas avoir un CDI, tu vas avoir une carrière comme nous. Peut-être dans 30 ans, tu seras à notre place. Bon, peut-être pas, si tu n'es pas complètement bon, parce que quand même, bon. Et là, le gamin, il dit, mais il est où? Il est déjà parti? Ben non, oui. Parce que lui, le CDI, il dit, oui, je veux un CDI pour avoir le droit d'un emprunt, mais le CDI, en moyenne, il dure 15 mois avec un gamin déjà de la génération Z. Il ne veut pas rester. Il est très pressé. Il conçoit bien que le monde est en train d'évoluer tellement vite que stagner, c'est déjà disparaître. Alors évidemment, par rapport à ça, c'est quoi la recette? Il faut que j'en termine, Thierry. C'est quoi la recette? On avait interviewé Mark Zuckerberg, nous autres Européens, quand il est venu à Venise l'autre jour, en lui disant, bon, ça nous intéresse vos échecs, etc., mais racontez-nous surtout comment vous avez fait Facebook. On voudrait créer des Facebook. Il dit, oui, j'ai noté qu'en Europe, vous n'en avez pas beaucoup. Oui, on n'en a même pas du tout. Alors comment vous avez fait? Alors tout le monde était avec ses calepins, l'enregistrait, en disant il va nous donner la recette peut-être si on le paie très cher, ou alors il a bu un peu de bon vin italien, etc. Il dit non, non, je vais vous dire, vous inquiétez pas, 2 mots. Ah bon, ah oui, c'est un peu, vous voyez, panoramique, c'est en train de dire comment je vais vous faire la potion magique. Ah bon, 2 mots? C'est-à-dire, il n'y a qu'une solution pour s'en sortir, qu'une solution qui va être celle que vont adopter les jeunes, have fun. Ayez de la passion, ayez du plaisir. L'économie, si ce n'est pas de la passion, si ce n'est pas du plaisir, c'est mort. Bah, c'est pas mal comme message, ça. Merci beaucoup. Ça m'est jamais arrivé dans un amphi, ça. Mes étudiants qui feraient ça dans un amphi, je crois que c'est pour avoir une bonne note. Donc, merci beaucoup, vraiment ça me touche énormément. Si vous le voulez bien. C'est dynamique, hein, les commerciaux, hein, on sent. Hein. Vous savez, vous sentez les salles quand vous parlez. Là, je sentais que, bon, mais je ne pensais pas à ce point. Donc, voilà. On va regarder, si vous le voulez bien, Philippe, la réponse à la question de tout à l'heure. Du haut de votre entreprise, voyez-vous plutôt des contraintes ou des opportunités? Je demande à la régie de bien vouloir afficher les résultats. Ils ont le droit de changer d'idée après la conférence? Alors on va poser notre question. Si, on va poser notre question juste après. Voyons tout d'abord les résultats, s'ils sont disponibles. Voilà, on nous voit, nous. Voilà, le nuage de mots, opportunité d'abord. Ouais. Opportunité, on vous suit. Premier point. J'ai une autre question. Regardez, juste après l'exposé de Philippe, par rapport aux temps qui viennent, comment considérez-vous l'avenir? Avec crainte, première option. Avec curiosité, deuxième option. Avec enthousiasme, troisième option, vote ouvert. À votre avis, parce que merci beaucoup Philippe pour cette formidable énergie que vous nous avez donnée, et vous êtes confiant ou pas dans la France? Tout le temps, on revient à la France. C'est normal, vous me direz, on est français. Moi, oui, je suis confiant. Bon, je m'en vais, hop. Bah, vous savez, c'était Pierre Dac. Est-ce que vous voyez? Oui, il le voit, donc il est confiant. Peut-être parce que, je pense que, bon, ce que je disais tout à l'heure, la France, clairement, est en retard dans son évolution. L'Occident a un problème par rapport à l'évolution que nous évoquions. C'est normal, on est les pays au sommet de la pyramide. Quand on voit qu'il va falloir en construire une autre, on se dit on va être à la base comme tout le monde. C'était bien d'être en haut. Mais la France, en plus, elle n'a pas fait les réformes pour rester au sommet de la pyramide. Et quand on est 6e au lieu d'être 5e, c'est pas anodin. On était 4e avant, on était déplacé par la Chine, on dit oui, la Chine c'est normal. La Grande-Bretagne, non, c'est pas normal. C'est pas normal, ils ont exactement le même nombre d'habitants que nous, ils ont, on va dire, le même fonctionnement, c'est nos cousins germains, mais là, effectivement, ils nous distancent. Et on est en train de voir éventuellement d'autres qui pourraient nous rattraper,
Les Espagnols qui vont pas bien du tout, ils ont des taux de croissance bien meilleurs que les nôtres en ce moment. Et probablement que parmi vous, il y a des gens qui disent des entreprises espagnoles, on les considère plus du tout comme étant des charlots. Hein, donc la France, oui, elle a ce problème actuellement d'accepter le changement. D'accepter, on va dire que... Vous voyez, au fond, ce que je disais tout à l'heure, plus avoir peur de ce qu'on quitte. Plus avoir peur de ce qu'on quitte, parce que, effectivement, si vous dites tout ça c'était super bien, ok, mais pensez juste à ce que vous allez trouver après. Hein, juste, souvent, vous voyez, c'est les parents des étudiants dans mes amphis qui viennent me voir en disant, vous savez, je suis très très inquiet. J'ai le sentiment que mes enfants ne pourront pas vivre comme moi. Et je vois bien que vraiment, vous voyez, ils ont la voix qui tremble, etc., que c'est pas du tout drôle. Alors je les rassure un petit peu en disant, mais vous savez, moi, les enfants, je les ai en face de moi. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne vivront pas comme leurs parents, mais que c'est pas du tout parce que c'est une obligation. C'est-à-dire, ils sont bien dans le truc. Ouais, on sait ce qu'on quitte, mais nous, ça nous semble pas génial. Mais tu te rends compte, il faut que tu cotises, sinon tu n'auras pas de retraite. Ils disent, mais je n'aurai pas de retraite. Donc, quoi qu'il en soit, je vais inventer quelque chose d'autre. Et là, une fois que la France va accepter ça, il va rester quand même ses qualités. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'on était la seconde délégation à Las Vegas lors du précédent salon d'innovation, après les États-Unis. C'est incroyable. C'est vrai qu'on est l'entreprise au monde, c'est un des paradoxes, on ne s'en rend pas compte et parfois même on ne l'assume pas, qui avons le plus de grands groupes internationaux au vu de notre population, mais de très loin. On est numéro 4 encore là de ce point de vue. On n'a pas régressé, on est toujours numéro 4. Et puis surtout, nous sommes le plus vieux pays du monde après la Chine. Et même encore, la Chine, 1,3 milliard, c'est pas complètement un pays. Enfin, si, c'est un pays, mais c'est compliqué, quoi. C'est plus presque un continent qu'un pays. Après, bon, vous avez l'Égypte, l'Iran, mais ça se conteste en tant que pays. Nous, c'est vraiment un vrai pays depuis minimum 1500 ans. Et ça donne quoi? Ben, ça donne une cohérence. En économie, ça vaut très cher, une cohérence. Un truc où on a le sentiment que les gens, ils partagent quelque chose. Et ça, quand vous avez un truc tragique, terrible, où je perds un copain, des attentats ici, tout d'un coup, vous voyez 5 millions, 6 millions de personnes qui sortent. Vous avez eu des attentats en Espagne, vous en avez eu en Grande-Bretagne, vous en avez eu en Allemagne, aux États-Unis, vous n'avez jamais eu ça. Jamais un pourcentage pareil de la population qui tout d'un coup dit on fait partie de la même nation. Ben ça vous donne du courage. Vous dites, ah, il y a un truc quand même. Il y a juste effectivement à les mettre en mouvement. Ils sont tous ensemble, mais très statiques. S'ils se mettent tous ensemble en marche, alors là, ça peut vraiment casser la baraque. Philippe de Sertine, merci beaucoup Philippe.